Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Merci infiniment d'être fixés à vos petits écrans pour suivre votre émission de prédilection, Marc le Bazar, une émission à caractère sociopolitique, comme j'aime bien le dire, qui en tout cas ce devoir quotidien de vous informer au-delà de l'actualité, surtout au-delà du factuel, parce que nous allons creuser dans notre société, en tout cas les problèmes qui laminent plutôt, et confronter ces questions aux sachants, à l'élite congolaise, pourquoi pas aux intellectuels, afin d'apporter des réponses, des tentatives de réponse, et encore éclairer l'opinion. 2015, au Congo-Brazzaville, le pays avait pensé aller vers de nouvelles institutions, appelées les institutions de la nouvelle République. Nous nous souvenons. Et avec l'avènement de la constitution de cette année, le Congo s'est doté des nouvelles institutions. De 2015 à aujourd'hui, nous sommes en droit de nous interroger si ces institutions ont évolué et comment ces institutions ont évolué et surtout quelle est l'incidence de ces institutions dans la vie nationale. Un exercice pas facile, en tout cas il faut dire même périleuse, que nous allons tenter de nous jeter là-dedans avec les personnalités de la société que vous connaissez bien pour la première fois. Je reçois donc sur ce plateau le président Jim Ebina, à votre demande sur la toile bien sûr. Jim Ebina, président du PCDE. Bonjour président. Bonjour monsieur Romy. Il faut rappeler à l'opinion que vous étiez candidat à la présidentielle. Nous étions déjà en quelle année s'il vous plaît? En 2009. 2009. Donc c'est un habitué de la politique. Alors, PCDE. Parti congolais écologiste et d'éthique. Ah, merci beaucoup. Alors vous êtes la bienvenue sur ce plateau. En tout cas, nous avons tenu vous inviter à ce plateau, vu votre flair politique et la passion politique que vous avez. Vous étiez témoin de ces événements, de près comme de loin, et je pense que vous aurez de la matière à donner à l'opinion congolaise. Jean-Genet Lotungu, celui qui est toujours disponible, le politique, peut-être il faut dire même le politique maison, pour ne pas exagérer. En tout cas, que Mac Bazar sollicite à tout moment, qui sera disponible pour vous aider, vous, l'opinion. Le docteur Constant Ibarra-Péa, politologue de la place, qui n'est plus à présenter, qui est connu par tout le monde. Lorsque c'est dur, nous l'interpellons. Aujourd'hui, nous allons parler des institutions. C'est de bonne loi qu'ils soient à nos côtés parce qu'ils travaillent dans cette matière. Alors, une fois de plus, bonjour, chers invités. Bonjour, monsieur. Alors, tous nous avons suivi la nécessité d'apporter, de doter au Congo des nouvelles institutions de la nouvelle République. À l'époque, ça a été présenté comme un besoin, en tout cas pour faire évoluer les institutions. De cette année, comme je l'ai dit aujourd'hui, le temps est passé, nous sommes en 2024, et nous connaissons bien la santé de notre pays, nous connaissons bien ce que vaut une institution ou des institutions. Pas mal de Congolais s'interrogent sur ces institutions. Nous connaissons bien le climat qui règne dans notre pays, le climat économique. D'autres posent des interrogations là-dessus. C'est pourquoi j'ai pensé problématiser sur l'évolution de ces institutions et l'incidence de ces institutions. Autrement dit, à quoi bon ces institutions aujourd'hui? On peut se poser cette question à 2 ans de la fin du mandat présidentiel, plus à 1 an et demi. Alors, je vais commencer par le président Jim. Alors, président, est-ce que vous pouvez nous peindre un peu la réalité de l'époque, le pourquoi de l'avènement de ces institutions? Merci, monsieur Okilas. En 2015, effectivement, autant qu'ils m'en souviennent, j'ai participé, j'ai pris part aussi au dialogue national, au dialogue de Sibiti. Le Sibiti, la constitution du dialogue de Sibiti. Oui. Dialogue de Sibiti. L'idée était bonne au départ, l'idée de donner un nouvel élan à la République, d'où l'avènement de la nouvelle République. Il était question de créer de nouvelles institutions. On devait aller sur de nouvelles bases, instaurer une République de partage. Malheureusement, chemin faisant, on s'est rendu compte que ces institutions, déjà, vu la situation économique du pays, étaient devenues budgétivores. En somme, on avait mis les chariots, les bœufs avant les chariots.
je ne sais pas si ça va être chiffré ou non, certaines institutions qui se chevauchent. Nous avons par exemple le Conseil national des jeunes. Nous avons les jeunes, mais alors nous avons déjà le ministère de la jeunesse. Nous avons eu des phénomènes de bébés noirs et autres. On ne sait pas quel est le rôle de ce Conseil de consultation de la jeunesse. Conseil national des sages, les sages. Entre-temps, nous avons une autre institution, le médiateur de la République. Ouais. Bon, que viennent encore faire les sages? C'est vraiment une panoplie d'institutions que nous avons. Nous avons le Conseil économique et social de l'environnement, environnemental. Mais nous avons encore un ministère de l'Environnement, un ministère des Eaux et Forêts, de l'économie forestière. Donc, nous avons des institutions qui chevauchent, qui sont budgétivores, qui fonctionnent au détriment des bons investissements de la République. Au jour d'aujourd'hui, lorsque on incrimine même ces institutions autres, mais tout le problème, ce ne sont pas des institutions. Il y a une institution qui est à l'origine de ces manquements. De ces manquements, entre autres, lorsqu'on actuellement récrimine le Premier ministre, le chef de gouvernement, c'est cela. Mais la personne qu'on devait récriminer, l'institution qu'on devait récriminer, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, nous y reviendrons. C'est de l'entrée de jeu. Alors, M. Barapéa, je me souviens à l'époque, vous avez eu à pleinement réfléchir là-dessus. Vous étiez chaud, comme toujours, sur cette question. Alors, valait-il la peine que le Congo se dote de ces institutions aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan de ces institutions? Merci, le tsar du temps moderne, mon frère. Merci de m'avoir invité. Et je suis heureux de partager le plateau avec mon aîné Bibina et Jean-Gina Lotongo, qui est un habitué. Alors, je dois répondre à votre question, mais avant de répondre, je dois quand même rentrer dans le contexte. Absolument. Qu'est-ce qui nous a mené à cette panoplie que vous avez appelée panoplie des institutions? Le président Jimmy Bina a essayé de donner l'aperçu de ce qui s'est passé, mais il faut déjà définir c'est quoi une institution. Une institution, c'est une forme ou des structures politiques qui sont sociales même, qui sont créées par la loi, le droit ou la coutume. Mais du point de vue de la sociologie politique ou bien la science politique, on définit l'institution comme l'ensemble des normes, l'ensemble des valeurs, l'ensemble des structures, l'ensemble des pratiques que les hommes trouvent devant eux et qui s'imposent à eux. Et ces structures sont créées et régies pour le bon fonctionnement de la société, de la communauté ou de l'ordre gouvernant, comme on peut le dire. Alors, lorsque nous regardons ce qui s'est passé en 1995, il faut remonter, il faut faire d'abord un lien, d'ailleurs ce sont des institutions politiques, il faut donc faire un lien avec la politique. Il faut s'en souvenir que lorsque nous arrivons après la guerre du 5 juin, nous sommes rentrés dans une nouvelle forme politique, c'est-à-dire l'ancien système part, le nouveau système intervient. Ce qu'on a appelé, le président Denis Sassou Nguesso, dans un interview qu'il a accordé à Jeune Afrique, il parlait du rendez-vous avec la paix et la démocratie. Donc la restauration de la démocratie dont le processus a été stoppé en 1997. Et là, nous avons donc une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution établit le mandat de 7 ans renouvelable une fois. Et lorsque nous arrivons déjà en 2009, le président de la République aborde son deuxième et dernier mandat de 7 ans qui devait prendre fin en 2016. Aussi longtemps que le bail s'inspirait, lorsque nous arrivons en 2014, 2013 déjà 2014, le débat de la succession du président de Sassou Nguesso s'impose. Et c'est comme ça que le débat a pris le jour. Certains qui nous avons assisté ici, ceux qui disaient ne touche pas ma constitution, d'autres disaient ne touche pas mon président, et donc le pugilat politique commence. C'est dans cette optique de ceux qui sont au pouvoir, la majorité politique au pouvoir, voulant donc proroger le bail du président de la République. On a donc pensé soit au changement, parce qu'il y a eu 3 options qui sont présentées, soit à la modification de la Constitution, soit au changement de la Constitution. Mais il fallait trouver les arguments politiques pour justifier
ce prolongement de ce bail politique du président de la République pour lui donner une nouvelle virginité, afin qu'il continue l'exercice politique, puisque l'ancienne constitution de 2002 limitait déjà ses mandats, donc rendait le président de la République inapte, sinon le tuait politiquement. Et à partir de ce moment-là, donc les gens ont pensé que trouver l'expression politique qui permet de légitimer l'action. Vous avez suivi, d'ailleurs, le président lui-même réagit. Je crois que c'est vous qui avez posé la question au président après son retour des États-Unis à l'aéroport, où il dit on va aller au référendum. Et la raison, c'est parce qu'il faut justifier le changement d'une constitution. Oui. Il faut justifier la modification d'une constitution, la révision d'une constitution. Et tout ça, donc, on a procédé donc par le référendum. Et à la fin, nous avons donc une nouvelle constitution. Mais cette constitution, au-delà des institutions qui existaient, comme le Parlement, comme le président de la République qui est une institution, comme la présidence, comme le Conseil constitutionnel et tout ce qui va avec, il y a eu d'autres institutions qu'on a ajoutées, d'ailleurs qu'on a appelées par exemple les conseils consultatifs. Donc, avec la constitution de 2015, nous en avons eu 6 conseils qui viennent s'ajouter déjà aux institutions existantes. Donc, si on essaie de regarder les institutions constitutionnelles, on peut arriver à plus de 15 ou 16 institutions constitutionnelles. Donc, l'objet de cette institution, si on enlève le voile pudique qui permet de dire comment on a voulu faire évoluer les institutions, on sait que c'était le prolongement du bail politique entre le président de la République et les citoyens. C'est-à-dire sa virginité politique, puisqu'il était déjà assassiné à partir de la Constitution de 2002 qui limitait à 2 mandats. Et on veut donc mettre en place ces institutions. Assassiné politiquement. Politiquement, oui. Les mots sont forts, oui. Il faut savoir les études. Vous savez, chacun de nous est déformé par sa formation. Oui, non, je le dis pourquoi. Excusez-moi. L'opinion est naïve, l'opinion congolaise, très naïve. Il y a des termes académiques qui passent autrement chez eux, et surtout que nous touchons des questions fondamentalement politiques. Et vous savez, la politique, c'est le domaine de la passion. Ouais. Voilà. On peut le comprendre, mais pour le petit militant et la talakou, ça passe autrement. Vous avez raison. C'est pas de sa faute, mais c'est là. Donc, voilà, merci. Il y a eu donc cet élément-là. Et nous voyons que des institutions sont créées. Et vous l'avez bien sûr, vous l'avez rappelé, et que moi j'étais opposé à cette époque-là. Je me souviens. Je disais qu'on ne peut pas créer autant des institutions, parce qu'au lieu de faire évoluer les institutions, ça peut nous conduire vers le blocus. Et nous allons voir aujourd'hui, si on était au village, on devait dire bon money, on gagne le bâti. Parce que là, ces institutions, ils ne sont pas payées. Toutes les difficultés, nous avons le problème financier, nous avons. Les institutions ne sont pas payées. Donc, voilà à peu près ce que je voulais, l'historique qui était nécessaire sur la nature et l'origine de ces institutions. Merci beaucoup. Alors, Jean-Junel Otungo, vous étiez témoin, vous aussi, il faut le dire comme ça. Parce que vous n'êtes jamais absent, pour ne pas exagérer, à des grandes rencontres, à des grands rendez-vous politiques. Qu'en savez-vous de l'avènement de ces institutions? Une fois de plus, merci M. Roumik de m'avoir associé à ces 2 frères. Merci. Et grande est ma joie aujourd'hui de me retrouver avec mon frère, le président Jimmy Bina, parce qu'effectivement, c'est pendant cette période de changement de la Constitution, grâce à un aîné commun que je rends hommage à cette émission, Serge Michel Oudzoki, en se temps la porte-parole. Le camarade. Je peux citer, c'est vous qui dites camarade, mais moi je suis du centre, mon camarade. C'est un cacique, comme vous le dites. Voilà. Donc grâce à cet aîné, Jimmy Binet et moi nous sommes connus, avec bien d'autres frères et sœurs, et qu'ensemble, chacun dans son parti politique, dans son groupement politique, parce que moi je suis du centre, Jimmy Bina est de l'opposition républicaine. Bon, mais quand un parti politique, une opposition est déjà reconnue, donc du coup, ce parti devient républicain. Un parti qui n'est pas reconnu, il n'est pas républicain. Mais quand il est déjà reconnu, il est républicain. Donc ça, c'est un débat interne à voir l'opposition pour dire opposition républicaine ou comment, et les autres sont comment. Ça, c'est autre chose. Mais ils veulent qu'on les appelle comme ça. Bon, ils veulent faire la différence de cette opposition. C'est la politique, ça compte. C'est la politique, ça compte. S'il vous plaît. Ils savent pourquoi ils le disent. S'il vous plaît. Voilà. Alors, donc j'ai l'avantage, donc j'étais en train de dire que grande est ma joie aujourd'hui de me retrouver avec ce frère, pour qu'ensemble, puisque nous sommes des pionniers justement de cette nouvelle République, de cette nouvelle Constitution, pour avoir été tour à tour, avoir répondu présent aux consultations du chef de l'État, parce qu'il faut rappeler aux
au peuple congolais ou à tous ceux qui nous suivent du Parlement entier qu'avant d'aller à Sibiti, des consultations ont été organisées dans ce pays, justement pour réfléchir comment y arriver à une nouvelle république, donc à une nouvelle constitution. Alors, quant à votre question, ce qui avait animé, ce que nous avons animé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, même si il y a des reproches à faire, mais moi j'ai toujours assumé ce que je fais et ce que je dis. Ce que nous avons animé à l'époque, on avait constaté que la Constitution de 2002 présentait déjà des limites. Des limites. Et on avait pensé qu'il fallait revoir justement la Constitution. Tout à l'heure, M. Ibarra Peya a défini ce que c'est une institution, et j'avais bien voulu qu'il définisse ce que c'est une constitution. Et quand le peuple congolais s'est rendu compte que notre constitution de 2002 avait des insuffisances, tous nous avons suivi M. Romy, que tu es de la presse, aussi et là, c'était de me clameur public pour dire allons vers le changement de la constitution. Et c'est nous, pour votre gouvernement, c'est nous qui avons alimenté le débat à l'époque. C'est le peuple qui avait demandé. Voilà. C'est le peuple qui avait demandé. Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat que tu veux soulever, mais qui est purement politique. Voilà. Ouais. Parce que quand je parle de la clameur publique, effectivement, nous avons vu dans ce pays des meetings qui ont été organisés pour demander le changement de la Constitution. Mais les esprits faibles, voyons en ce changement de la Constitution la tête de M. Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il se disait, non, on veut changer la Constitution parce que Denis Sassou Nguesso, tout à l'heure vous l'avez dit. Bien sûr. Tout à l'heure vous l'avez dit, mais j'appelle ça des esprits faibles. Non, mais le débat n'est pas là-bas, je reviens à votre question. Je reviens à votre question. On à s'interroger si un peuple peut se lever pour revendiquer le changement de la Constitution. Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, mais justement, quand ici est là, les voix sont élevées juste pour le faire, je reprends ce qui était la réalité de cette époque. On parle souvent le politique. C'est en Afrique qu'on voit le politique désigner un candidat. C'est du jamais vu. Bon, est-ce qu'on peut me permettre de parler, puis ce moment de parler, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui avait animé, justement, ceux qui ont construit cette nouvelle constitution? Mais parce qu'on s'était aperçu que, étant des Africains, étant des politiques, l'administration était très loin des administrés. Et en ce moment-là, il fallait chercher à élargir justement le champ d'action pour faire que bon nombre de Congolais, personne ne soit, je ne veux pas que tu me taxes encore le discours politique, je t'en prie. que ne soit mis au bord de la route. C'est là où, en dehors du gouvernement, on avait pensé mettre en place justement les conseils constitutionnels, qui devaient être le relais justement du gouvernement. Parce que ces conseils n'ont pas pouvoir d'exécution, non. Ils n'ont qu'un seul pouvoir, le pouvoir de proposition. Et c'est là où, tour à tour, vous avez vu qu'on a mis en place le Conseil consultatif de la jeunesse, même si dans la pratique, c'est un peu plus du théâtre que cela. Le Conseil des sages aussi, non? Il y a aussi le Conseil des sages. Je dis dans la pratique. Oui. Les idées peuvent être bonnes, s'il vous plaît. Vous m'interrompez là, je vous en prie. Ouais. Les idées peuvent être bonnes. Mais ceux qui sont chargés d'appliquer, et souvent c'est des problèmes. Et c'est là où le petit quoi qu'il y a aujourd'hui au niveau de ces conseils consultatifs. Et c'est là où tour à tour était en train de vouloir dire, on a pensé que pour recueillir les informations ou les préoccupations de la jeunesse, n'a pas mieux que les jeunes eux-mêmes. Et vous allez voir, si vous lisez les tests justement qui créent le Conseil consultatif de la jeunesse et un âge limité. Je crois que de 18 ans, autour de 30 ans, je ne sais pas, pour être justement dans le bureau du Conseil exécutif de cette institution. C'est là où on avait pensé, tout à l'heure je parlais, que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, que le problème de notabilité, on avait tendance, l'exécutif avait tendance à vouloir négliger ce côté-là, mais il fallait qu'il y ait justement un conseil constitution essentiellement des sages et des notables qui devraient regarder ces questions-là. Nous avons vu les questions des personnes vivant avec handicap. C'est vrai qu'il y a un ministère je crois des affaires sociales, je ne sais pas qui s'occupe de la personne vivant avec handicap, mais l'handicapé lui-même serait mieux placé pour connaître ces réalités. Et tous ces conseils à l'HD, tous ces conseils rattachés à la présidence devraient être, ou quand je dis devrait, parce que nous considérons qu'il y a des manquements, mais cela devrait être des forces de proposition à l'exécutif. À l'exécutif. Maintenant, la pratique, s'il vous plaît, je chute par là, la pratique, ça c'est autre chose. L'intention peut être bonne, telle que je viens de décrire, l'intention peut être bonne. Mais dans la pratique, ça c'est autre chose, mais parce que tout le problème, pas seulement du Congo, mais tout le problème sur la terre, c'est le problème de l'homme.
Qui en placera? Et la première faiblesse, s'il vous plaît, la première faiblesse, justement, de ces institutions, de les avoir politisées. Du moment qu'on avait mis, on a commencé à mettre les hommes ou femmes politiques à la tête des institutions, ben c'est là est parti le premier problème. Bon, le reste, c'est certainement au cours du débat, nous allons revenir. Merci. Nous avons déjà épuisé 20 minutes. Gérez bien le temps. Quand vous débattez, vous ouvrez des parenthèses, vous ne gérez pas bien le temps. On risque de ne pas traiter le fond de la question, je vous en prie. Police du débat oblige. Alors, je sais que vous êtes des intellectuels, c'est pas facile. Hein. Bon, toujours dans le même sens, on a parlé donc des institutions. L'idéal était que ces institutions puissent évoluer. C'était pour l'évolution des institutions. Mais présentement, nous plaçons, ça c'était la jeunesse de la chose, le pourquoi de la chose. Mais nous avons pu expérimenter ces institutions. Le constat, vous l'avez déjà dégagé. Mais est-ce que ces institutions ont évolué? Et là, on peut revenir à ce que Barapi a dit. Est-ce que ces institutions ont évolué? Où en sommes-nous aujourd'hui? Président Jim, quel est le constat que vous faites sur l'apport de ces institutions d'abord? Est-ce qu'elles ont évolué? Monsieur Romik, ce journaliste, ne faisons pas la politique d'autruche. Ces institutions, pour moi, je dirais, après le constat est le suivant. Elles n'ont pas évolué. Elles ont davantage régressé. À titre d'exemple, regardons pour le Conseil national du dialogue. Nous sommes en 2024. Donc de 2015-2016, pratiquement 14 ans. Vous savez que le Conseil national du dialogue, à titre de rappel, n'a jamais eu de membres, on n'a jamais désigné des membres. Le bureau hier, on a nommé le bureau du Conseil national du dialogue. Paix à son nom, il y a le vieux Nono qui est parti, le papa Nono qui est parti. Donc il reste que le vieux Martin Berry et son adjoint qui est la ministre Basseïla, qui est au comité de suivi des accords de CBT. Mais ces institutions, par exemple, le Conseil national du dialogue, le financement, on n'a jamais désigné des membres. Mais les cas qui touchent les indemnités de ces membres, c'est le bureau. On n'a jamais désigné les membres du CND, Conseil national du dialogue. Il n'y a pas de membres. Alors, pourquoi? Mais entre-temps, il y a eu des consultations. Hein. On est allé à Ouesso, on a été à Madingu, on était à Ouando. Il y a eu des... Mais finalement, quel est le rôle de ce Conseil national du dialogue? Oui. Alors, M. Tungu, je reviens un peu chez M. Tungu. Il vient de numérer déjà les limites. Il vient de numérer déjà les problèmes. Nous sommes en plein, parce que c'est ce dont nous allons traiter aujourd'hui. Nous sommes déjà dans les incidences. Alors, ces institutions ont-elles évolué? Sinon, pourquoi? Bon, ces institutions issues de la nouvelle constitution, au jour actuel, s'il s'agit de faire le bilan, je peux aisément me permettre de dire que ça a échoué. Ça a échoué d'abord du point de vue fonctionnement. La plupart des institutions, quand vous les voyez aujourd'hui, ils sont en fait de mandat. Vous prenez le concept constitutif de la femme, vous prenez de la personne vivant avec handicap, de... La jeunesse. Non, la jeunesse, il n'y a pas longtemps qu'ils ont renouvelé. Donc, tous ces conseils aujourd'hui sont en fait de mandat. Et l'omerta qui est en train de gagner l'administration congolaise fait que jusqu'à ce jour, ce conseil, il faut le dire, les bureaux ne sont pas renouvelés. Et le plus grand scandale de ce conseil, Jim Ebina vient de le dire, c'est au niveau du CND, le Conseil national du dialogue. Conseil national du dialogue, oui. Nous avons le secrétaire exécutif, à la personne du ministre d'État, Martin Berry, qui est un cabinet qui fonctionne, oui, avec des millions qui sortent le mois. Parce que tout à l'heure, vous allez chuter sur le volet économique, qui sortent le mois. Mais ce conseil n'a jamais existé. Parce que ce conseil, pourquoi je le dis? Mais ce conseil, pour exister, il faudrait qu'il y ait des membres, Jimmy vient de le rappeler. Mais depuis 2016, que les propositions ont été faites, parce qu'au niveau des composantes politiques, on nous a demandé de faire des propositions. Mais ce décret n'a jamais été nommé. Ce décret n'a jamais été pris. Voilà, entre-temps, nous avons un bureau qui est là, en fait de mandat soit-il, un bureau qui est là depuis près de 4 ans, 5 ans, rien ne se fait, plus même. Je vous en prie, vous allez continuer. Juste une petite question dans ce sens. Ouais. C'est le Congo qui met en place les institutions, oui, qui fait savoir que c'est pour les faire évoluer, oui, c'est pour la bonne marche de la société. Oui. Nous avons écouté dans ce pays. Il faut un Conseil national du dialogue. Oui.
qui va réglementer en tout cas les conflits en société. Ça, nous sommes journalistes, nous avons eu cette matière, nous l'avons traitée. Nous en avons débattu tout l'intérêt de ce Conseil national de dialogue partout dans les médias, même ici à l'époque. Et moi qui vous parle, j'ai été contacté par ce Conseil. Dès le départ, j'ai commencé à travailler avec eux dans le cadre de la communication. Mais qu'y a-t-il que lorsqu'il y a concertation politique, on met à côté une institution de la République? Alors que l'institution, quand nous avons suivi à l'époque, en tout cas j'ai bonne mémoire, conflit, dysfonctionnement, contradiction à tous les niveaux, pour assurer la paix, c'est cet instrument qui devait travailler. Mais aussitôt mis en place, aussitôt on convoque un dialogue, l'institution est bannie. En ce moment-là, c'est l'institution qui pose problème ou les gouvernements. Il faut faire la différence entre les concertations et le dialogue. Non, ça a été dit. S'il vous plaît, permettez que je m'aperçois que chaque fois que je veux parler, ou c'est vous le journaliste, ou c'est ça le débatteur. Non, c'est pas comme ça, je vous apporte la matière. Vous voyez? Moi, j'ai les statuts de ce conseil. Bien sûr. Dialogue, concertation, mbongi, tout ça. C'est un rassemblement des Congolais autour d'un problème. Que ce soit politique, économique, sur les terres, ainsi de suite. Nous sommes même interrogés, mais il y a un conflit terrien au Congo entre les politiques, la population, tout. Il y a un Conseil national du dialogue. Oui. Vous voyez comment ça traîne aux mains des politiques? Oui. Oh, c'est comme si on n'avait pas une institution. C'est pourquoi je voulais juste apporter cette lumière. Non, tout ça, c'est des concertations. Comment vous pouvez expliquer ça? Ok. Je vous en prie. Maintenant, je peux parler. Allez-y. Bon, je voulais juste qu'on édifie le peuple congolais, voilà. et notamment ceux qui nous suivent, pour dire que nous devrons faire la différence entre les concertations qui se tiennent à quelques mois des élections et ce dialogue qui devait aller élargir le cercle des questions examinées. Parce que la concertation d'examine, ce n'est pas Jimmy Bina à droite, c'est un homme politique, un président d'un parti politique. Les concertations ne traitent que les préparatifs. Il est à votre gauche. À ma gauche, excusez-moi. Les concertations politiques ne traitent qu'une seule question. La question des préparatifs des élections. C'est écrit où? C'est là tout le problème. Bon, excusez-moi. Quand tu me dis c'est une volonté politique ou une volonté institutionnelle? Les institutions sont au-dessus de la volonté politique. C'est une volonté politique. Voilà. Dans ce pays, ça fait déjà nous sommes pratiquement à près d'une dizaine de concertations et c'est devenu une habitude. J'ai dit bien devenu une habitude. Parce que je suis pas en mesure de vous dire c'est écrit quelque part. Mais c'est devenu une habitude justement pour aplanir le terrain. Parce que vous savez, M. Kilas, vous êtes un grand journaliste, je ne vous flatte pas, que chaque fois que nous partons faire les élections, il y a toujours le petit traumatisme qui gagne le peuple. Et pour rassurer les populations, pour rassurer le peuple, le gouvernement s'arrange toujours et toujours à organiser une concertation qui regroupe en son sein les partis politiques de la majorité, de l'opposition, du centre et la société civile. C'est justement pour mettre en place la méthodologie des listes électorales et deux, comment faire pour organiser les élections pour que cela se passe dans un climat apaisé comme on dit. Voilà le rôle de concertation. Voilà. Mais par contre, le dialogue, je suis d'accord avec vous. Même moi, à l'époque, j'avais pensé comme toi qu'on mettait en place le conseil, qu'on mettait en place le Conseil national de dialogue, les concertations devraient disparaître. Mais que se passe-t-il que jusque-là, malgré la mise en place de ce conseil, qui n'existe que de nom, on gagne le temps. Il y a toujours des concertations. Voilà. La question reste entière. Voilà, la question reste entière. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir le ministre, bien les agents du ministre de la politique et peut-être des grands juristes. On ne remet pas le débat au centre, mais nous examinons la fragilité de nos institutions. Ce qui est vrai, nous avons communiqué là-dessus. Lorsqu'on crée ces institutions par du conseil, c'est sur ce plateau. Ici, j'avais reçu le bureau de ce conseil, ici, qui ont défini le rôle de ce conseil, le pourquoi de ce conseil. Tout le monde a été surpris. Après ce conseil, il y a eu une convocation des assises politiques. Je pense que le conseil devait prendre un coup. Ce bureau devait prendre un coup parce qu'avant ce bureau, le politique évoquait la raison d'être. Je me souviens à MNTV. On ne peut pas aller en concertation comme ça d'une manière désordonnée. On ne sait pas si c'est le politique qui convoque. D'autres disaient, est-ce que le ministère de l'Intérieur peut convoquer des dialogues, des concertations? Parce que c'est le mot qui change. Dialogue ou concertation, c'est le même mot. On va autour d'une... C'est bien sûr concertation politique. Voilà. Politique ou pas, c'est dans la société. Excusez-moi ce que j'ai ouï dire, permettez-moi. Mais ça doit être cadré par une institution. Et c'est ce que nous avons entendu. Mais à la fin, c'est le même ministère de l'Intérieur qui organise ces dialogues.
Mais il y a un broglio entre l'institution et le gouvernement. C'est là où nous essayons d'apercevoir la fragilité de nos gestions. C'est là la question revient, à quoi bon ces institutions? Alors, monsieur, permettez-moi, j'essaie de vous titiller pour que qu'on connaisse plus de lumière. Alors, monsieur conseiller Barapéa, la réalité là, les autres les présidents ont dit, il y a eu des institutions existent, mais l'impression que ça donne, enfin, on se dit, qu'est-ce que le Congo gagne de ces institutions? Mais en réalité, le Congo ne gagne rien. C'est peut-être les individus. Vous avez vu tout le mal, c'est-à-dire les gymnastiques, les acrobaties sémantiques que Général Otungo a eu pour expliquer l'inexplicable. C'est-à-dire, non, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Vous attendez votre tour. Laissez-moi avancer. Et ce que Otungo a dit, c'est la vérité. Vous avez dit nous sommes des esprits faibles. Vous l'avez dit dans le départ, je n'ai pas réagi. Vous dites nous sommes des esprits faibles. Vous l'avez dit, non? Vous qui? Vous avez dit, mais c'était le moment. Parce que j'ai dit que le président, ça a été fait pour un but de renouveler le bail politique du président. Ah, d'accord. Mais justement, bon, parce que vous avez pris un raccourci. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler maintenant? Romik, lorsque l'énoncé est fausse, vous avez 2 minutes. Lorsque l'énoncé est fausse, la réponse sera automatiquement fausse. Sauf opération de Saint-Esprit. Encore que, moi je ne crois pas au Saint-Esprit. C'est ton choix. Bien entendu. Moi, j'y crois. Oui, bien sûr. Je ne crois pas au Saint-Esprit. Je ne crois pas au Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il faut partir de la genèse. On va pas lui parler. Ces institutions ont été créées pour un objectif. J'ai dit le premier, c'est-à-dire renouveler le bail politique du président de la République, c'est-à-dire lui donner une nouvelle virginité politique, puisqu'il avait éteint la ménopause avec l'ancienne constitution. Deuxième chose, ce sont des institutions de récompense que j'appelle par des institutions de recyclage ou de dépannage. Il reste 25 minutes. Je vous comprends. Laissez observer. Il y a des gens qui ont lutté pour le changement de la Constitution et qui ont obtenu gain de cause. Il fallait les caser les uns et les autres. C'est pourquoi vous allez voir, à la tête du Conseil national de dialogue, qui intéresse beaucoup plus les politiciens qui sont là à côté de moi, parce qu'ils trouvent leur compte là-bas. Mais à qui on a nommé, allons doucement, Romik, laissez-moi parler. Quand ils ont parlé, ils ont raconté des insanités, tu n'as pas réagi. Moi, je présente tout ce qui se présente. Vous avez vu que c'est l'ancien ministre Martin Berry. Bien. Lorsque vous prenez le conseil consultatif de la femme, vous avez Madame Kébi, membre du bureau politique du PCT. Vous prenez le conseil de la jeunesse. Non, je ne prends pas la jeunesse, je prends la société civile. Vous avez mon aîné Wangui, par exemple. Donc vous allez voir qu'on a récompensé les gens qui ont lutté pour l'avènement de cette nouvelle ordre politique. Et aujourd'hui, certaines ces institutions sont tous au repos. On peut, exception faite, par exemple, au Conseil constitutionnel de la femme, que je vois qui est le chef parfois des financements, qui fait mener parfois de certaines enquêtes. C'est-à-dire pour voir comment faire la femme. Seulement le conseil avec Mme Kébi, ça se fait. Même si ce n'est pas comme on veut, mais ça se fait. Et aujourd'hui, là, nous avons cité quelques-uns, mais on peut prendre comme le pôle de consensus de CBC qui est devenu une institution. C'est peut-être pour récompenser les gens qui ont participé à cela. Mais comment est-ce qu'on peut dire que dans un État, vous avez institué le Conseil national de dialogue, qui devrait avoir un organe politique et un organe technique, mais à côté vous avez une institution qui vous avez appelé qui gère des concertations. Et de l'autre côté, le dialogue, depuis le Conseil national de dialogue a siégé combien de fois depuis que ça existe? Elle avait fait juste la ronde du pays. Voilà, ils ont fait la ronde du pays, ils ont eu des résultats. Moi j'ai discuté avec certains. Le bottin est là. Le bottin est là, ils ont identifié des problèmes. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Le monsieur est placé, et l'ancien ministre est placé là à titre de récompense. Voilà. C'est-à-dire le recyclage ou bien le dépannage. Et vous prenez, ce sont même moi je les assume, vous prenez le conseil de la jeunesse, qui en met là-bas? C'est toujours la jeunesse qui est associée au PCT. Avez-vous déjà vu un jeune de l'UPADES ou bien du MCDDI à la tête de cette institution? Si c'est une institution républicaine, pourquoi seulement les membres du PCT qui sont à la tête de cette institution?
Donc c'était pour récompenser les jeunes qui ont, qui ont travaillé pour l'avènement de cette nouvelle ordre politique. Okay. Donc, dans une société, lorsqu'on veut organiser une communauté, il faut penser la société. Le DG m'a parlé de la constitution avait un lien avec le partage. Qui partage quoi? Dans une communauté, c'est le peuple qui partage le pouvoir. Le peuple qui donne le pouvoir au président de la République, il donne le pouvoir aux parlementaires, il donne le pouvoir aux conseillers, à qui il veut, et il retire le pouvoir quand il veut. C'est de ceux qui ont la souveraineté. On ne peut pas dire que, bon, on va, comme le président de Souba d'ailleurs, c'est un plagiat qu'ils ont fait le professeur Pascal de Souba, qui disait que pour que celui qui ne gagne pas tout, et celui qui ne perd pas tout. Ça, ce sont des résultats des courses. Nous avons l'opposition aujourd'hui qui se trouve dans le gouvernement. On continue à dire que je suis à l'opposition, mais on est au gouvernement, on a un bilan, on a des budgets à gérer. C'est curieux quand même. C'est la démocratie quand même. Congolaise, à la congolaise. Non, frélatée. À la congolaise. Alors, la démocratie frélatée. Voilà, c'est une réalité que nous vivons. C'est-à-dire que l'opposition, absolument, aura le poids du mandat. Oui, bien sûr. Quel sera le discours de l'opposition le Lupades à la fin du mandat? D'abord que le Lupades. Non, je pense que le Lupades. Non, mais le frère dit oui, le Pérel. Vous l'avez pris je vous en prie. Non, mais attendez. On gagne le temps. Non, monsieur le journaliste. Non, n'indexez pas que le Lupades. Je vais pas faire passer celui-là. Ça sera trop facile. Ouais. Une parenthèse. Quand vous ouvrez les brèches, une parenthèse. Le ministre Fula est le président du Pérel. Certes, d'abord, je tiens d'abord à féliciter son retour. Il est de retour à Brazzaville. Ah, d'accord. Oui. Et il est président du Pérel. Il est membre du gouvernement institut personnel. Il est là à titre personnel en tant que Congolais par rapport à ses capacités. C'est pas par rapport à son parti. Non, c'est pas par rapport à son parti. En 2021, non, je répète ça. Non, on ne peut pas dépasser. C'est pas par rapport à son parti. En 2021, pendant la campagne électorale, on a vu, il a dit, le PRL soutient le président de la République. Oui, mais Barcelone existe. Nous avons 15 minutes qui nous restent. On a une grande question, une problématique à aborder. Si vous voulez qu'on fasse tout un plateau, effectivement, ça c'est la règle démocratique. L'opposition est dans le gouvernement. Ne dites pas l'opposition. Non, je vous en prie. Non, pas l'opposition parce que l'opposition est plurielle. De la même manière que la majorité présidentielle est plurielle. Donc quand on dit l'opposition, ça veut dire toute l'opposition. Il y a quand même les opposants qui sont au gouvernement, non? Je vous en prie. Mais il y a deux représentants du parti politique. Non, une façon de dire. Le jour où les Congolais vont foisonner l'opposition à la majorité pour faire un bilan, il ne faut pas que l'opposition puisse avoir le mot. Non. Parce que le chef de file, non, je parle du chef de file. Monsieur Romique, vous êtes un éminent journaliste. Non, mon frère. Ne dites pas l'opposition. L'UPADES ne représente pas tous l'opposition. Non. L'opposition est plurielle. Ok, mais je parle de l'UPADES. Tout le monde sait que l'UPADES est comptable de la gestion du gouvernement. Le PRL aussi. Le PRL aussi. Attends, non, évitez d'avoir. Lui, il est clair. Mais le jour où l'UPADES se montrait en face des Congolais, mais les Congolais vont le lui retourner, même la presse. Je vous en prie, on va évoluer. Je vous en prie. Sur ce point. Il nous reste 15 minutes. Il faut qu'on éclaire l'opinion, s'il vous plaît. Il faut qu'on éclaire l'opinion, M. Romique. Non, je vous en prie. Si vous faites rater le temps, on ne va pas toucher les vraies questions essentielles. Je sais que ça vous touche. Voilà, mais c'est une véritable problématique de la démocratie congolaise. Vraiment, vous m'avez éclairé, nous reviendrons là-dessus. On va parler idéologie et positionnement. Alors, voilà qui a été de notre réflexion donc sur cette question. Cela évolue. Nous passons aux incidences. C'est vrai, ces institutions se sont fragilisées. Nous lisons les limites, ainsi de suite. Mais soyons dans le contexte actuel. Comment croire que c'est toute une bagatelle d'institutions que le Congo s'est doté et que le même Congo puisse vivre une crise qui ne dit pas son nom? Oh, la crise financière. Quand je parle de crise, je parle d'abord de la mauvaise gestion constatée par tout le monde. Et quand le journaliste dit mauvaise gestion, ça semble surprendre parfois les gens. Mais comme vous avez sur la toile, c'est vérifié. Alors, comment comprendre cela? Nous avons des organes de lutte qui sont des institutions de la République, mais les scandales financiers, la mégestion, ainsi de suite, se constatent d'une manière patente. Je reviens encore. Ouais. Monsieur Romique, merci. Je crois qu'au cours d'une émission, nous avons réclamé à ce que le patron de Guerre Civile élargisse un peu votre temps, parce qu'on s'aperçoit que pour le au Congo, que votre plateau, qui essaie d'éclairer l'opinion sur certaines questions, sur beaucoup de questions. Effectivement, quand on voit le chevauchement
cette panoplie d'institutions, apparemment il y a blocage. Oui. Et on s'est dit, qui fait quoi? Vous parlez de la crise économique. Voilà. À mon dernier passage d'ici, nous avons par exemple parlé de la crise qui a eu lieu dans ce pays, la crise au FIGA. Mais à en croire les résultats de mes enquêtes... Le gouvernement est une institution. Le gouvernement est une institution. Voilà. À en croire les résultats de mon enquête, il m'est revenu que toutes les institutions, surtout qu'elles sont nombreuses, vous avez la halte, vous avez au gouvernement, nous avons un ministère, je crois, qui s'occupe du contrôle. C'est un ministère. Tout un ministère du contrôle. Nous avons l'inspection d'État. Nous avons, et dans l'affaire de FIGA, on a vu même la police qui en a géré. Oui, la police. Qui en a géré. Mais c'est quoi le résultat? Justement, chacun vient faire ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, et se retire. Tout dernièrement, nous avons suivi M. Makita. Et le Parlement également. Le Parlement, c'était saisi pour l'affaire de FIGA, oui. Mais nous avons, tout dernièrement, nous avons suivi à votre plateau, bien sûr, le frère Makita, qui nous disait, au peuple congolais, bien sûr, puis au travers des médias que nous avons, que ce suivi, que nous parlait du passage de la halte à Dolisie, oui, qui après a fait ses sacs est revenu à Brazzaville. Et tout à l'heure, je parlais du FIGA, jusqu'à ce que le gouvernement, vous vous souvenez, le dernier feuilleton de cette affaire, c'est quand le Premier ministre instruit, après que toutes les enquêtes aient eu lieu, finit par instruire la ministre du tutelle, donc la ministre des PME, pour rétablir les salaires de Mouloukoué. Nous avons tous le courrier, tu es de la presse. Mais malgré ces enquêtes, malgré mais ça tournait au point zéro. Donc c'est pour dire que le chevauchement de ces nombreuses institutions que nous avons créées, la question est bien posée. C'est quelle incidence? Nous nous apercevons, je ne peux pas tomber dans le piège de M. Ibarra, mais elles sont beaucoup plus, je parle des institutions budgétivores, que rendre service. Les hommes sont plus forts que les institutions. Que les institutions. Voilà, c'est ce qu'on Parce que tout à l'heure, on a parlé d'un comité ad hoc qui devrait s'occuper des recommandations de CBT. Mais quelques années plus tôt, nous avons déjà un comité de suivi dirigé par le ministre Mwambenga. La paix. Pour la paix et la conciliation. Mais est-ce qu'on avait diable besoin encore de créer une autre institution où le commissaire général a rang et prérogative d'un ministre délégué, donc avec un directeur, avec tout un cabinet? Bon, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le Sénat, nous avons, comment on l'appelle? L'Assemblée nationale. Non, je parle de l'enseignement aussi. Je parle de la médiation. Nous avons un médiateur, nous avons le Sénat, nous avons... Le Conseil économique et social. Bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais si ces institutions étaient aussi importantes que ça, mais diable, pourquoi depuis la mort de M. Mouton, pas son âme, qui animait cette institution, on ne le remplace pas? Si le Congo avait vraiment besoin d'un médiateur. Mais nous voyons aussi, je vois la télé, le vénérable Pierre Ngolo recevoir les citoyens. C'est lui qui est devenu presque le médiateur. Pour un sujet ou un autre. Ça veut dire que ce rôle peut être joué par le Sénat. Si nous pensons qu'il faut avoir un médiateur, mais quand il faut faire disparaître alors le Sénat dans ce cas. Voilà. Non, le président Ngolo le fait parce que le Sénat a une attribution. Oui. Il joue le rôle de modérateur de la République. Eh bien, s'il le fait déjà, il le fait avec... On a encore besoin d'un médiateur. Et comme ça, tout à l'heure, je parlais des institutions financières. Il y a tellement... On peut arriver autour de 5-6. Mais ça peut... L'institution? Le contrôle. Le contrôle. Oui, bien sûr. Le contrôle d'État. Le contrôle d'État. La question, je vais poser au docteur. Docteur, comment expliquer, on le dit ouvertement, il a plein d'exemples patents. C'est un parmi tant d'autres. Nous avons parlé des fonds agricoles ici. Nous parlons de crise. Nous avons vu volatiser pas mal de projets ici. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Les interpellations à l'Assemblée, qui était une institution, pas mal d'institutions de lutte contre la corruption se sont versées, depuis la Miringele jusqu'à aujourd'hui. Pas mal d'institutions, je suis dit. Mais on a l'impression qu'après toute cette messe, rien ne se fait alors que le Congo s'est doté des institutions. Il a parlé de la HALC. La HALC se limite au niveau des rapports. Ils sont maintenant des examens. Voilà. Alors, des examens d'État. Je vous dis, l'exemple légendaire qui est récent, c'est l'affaire FIGA qui scandalise les gens. Appelez, on y reviendra toujours. Ça pose une inquiétude lorsqu'on y revient. Pourquoi?
L'affaire avait atteint le Parlement. Ça a été traité, je ne sais pas, au gouvernement. Les réseaux sociaux sont saisis, ainsi de suite. Et je dis, c'est le scandale le plus récent qui a marqué les Congolais. Mais vous allez constater, aucune institution n'en parle. Sinon, citez-moi quelle est l'institution qui a planché là-dessus. Mais quand vous voyez la bagatelle des sommes, et aujourd'hui, on dit aux Congolais, il y a crise. C'est là tout le problème. Oui, président Jim. Monsieur le journaliste, nous tournons en rond. Le président de la République devrait dissoudre cette Assemblée nationale. Oh. Vous savez pourquoi? Attends, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais il n'a pas le pouvoir. Parce que, écoutez, l'Assemblée ne joue plus son rôle. Les députés devaient contrôler l'exécutif. Oui. Ils ne le font pas. Effectivement. Ce n'est pas les questions, comment dire, questions orales, réponses au gouvernement. Ça, c'est un théâtre. Dans quel sens? Les questions sont suscitées. Il y a des députés qui se mettent des questions à poser au bureau d'Assemblée. Le bureau d'Assemblée refuse des questions. Ouais. Mais il suffit de poser seulement des questions. Les gens collaborent même sur des questions à poser. Mais qu'est-ce qu'on pose l'Assemblée? Mais l'Assemblée devait sanctionner la crise financière actuelle que vit le pays. Mais c'est parce que l'Assemblée ne joue pas son rôle. L'Assemblée ne joue pas son rôle. Si l'Assemblée jouait son rôle, elle devait contrôler le gouvernement. Elle devait même sanctionner le gouvernement. Et les ministres devraient maintenant avoir des réserves. Nous avons des ministres qui ne respectent même pas le Premier ministre. Nous avons des DG qui sont au-dessus des ministres. Et c'est pourquoi nous disons au Congo l'impression que c'est parce que l'Assemblée... Les hommes sont plus forts que les institutions. La faille émane de l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas la face. Okay. Les députés sont mal élus, ils ne représentent pas le peuple. Non, mais sérieusement. Voilà, comme c'est Barapé, je vous en prie. Oui, Romik, ce que dit le doyen Bina garde sa pertinence. Vous vous en souvenez, quand le président de la République a fait un discours, je crois que ça devait être en 2015, 2016, 2018, où le président justement va incriminer l'Assemblée nationale en disant pourquoi ils ne font pas des enquêtes parlementaires. On avait applaudi d'ailleurs. Mais, tout de suite, il y a un de vos camarades, vos collègues, qui avait tendu le micro à Madame Oulou. Madame Oulou. Je me souviens comme c'était hier. Madame Oulou disait ceci, il dit que le président nous demande de faire des enquêtes. Mais avec les ministres qui mangent l'argent comme le pain là, ils vont nous recevoir. L'élément existe. Ah oui. J'ai l'élément là. Ah oui. Les ministres qui mangent l'argent comme le pain là, ils vont nous recevoir. Franchement. Et quand je menais mes enquêtes pour mes travaux de recherche, j'ai eu certains députés qui m'ont dit, il veut rencontrer le ministre, il peut prendre le nouveau, le ministre ne reçoit pas. Et si vous savez que les questions qu'on pose au gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale a fait de la police, il filtre les questions. Effectivement. C'est-à-dire quand il juge que la question n'est pas pertinente, selon eux, la question ne va pas chez le ministre. Donc il faut tenir compte de l'environnement. Je l'ai toujours dit, il faut tenir compte de l'environnement. Prenez un exemple simple. Vous avez le ministre qui est député, titulaire, même s'il ne siège pas. Il y a son suppléant qui est à l'Assemblée. Bon, le ministre est trompé dans des scandales, ou bien il draine des casseroles par ici, par là. Si on enlève le ministre au gouvernement, c'est-à-dire le député qui fait son travail, et puis le ministre est au niveau au gouvernement, le ministre va revenir prendre son siège à l'Assemblée nationale. Le suppléant lui deviendra quoi en ce moment-là? Donc il faut tenir compte, je dis toujours, il faut regarder cette affaire-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire que si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas être député en même temps? Même si vous ne siégez pas, on peut prendre cette loi. On parle du cumul dans ce Ça c'est le 1. Deuxième chose. C'est le conflit d'intérêts. Deuxième chose. La ALC a instruit les gens sur le conflit d'intérêts. Ça donne quoi? Deuxième chose. Il faut éviter le folklore. On aime trop faire le folklore dans ce pays. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire le folklore. Deuxième chose. 10 minutes, il nous reste 10 minutes. Il faut que le vote soit protégé à l'Assemblée nationale. Le vote est par essence secret. Ne pensez pas que tous nos compatriotes qui sont à l'Assemblée nationale sont des bénis. Oui, oui. Mais M. Ebina a évoqué les conditions d'élection. Le vote n'est pas sur une menace alors. Mais bien entendu. mais bien entendu. Ah ouais. Mais pourquoi le président Tassim Abiala, d'ailleurs, c'est mon grand, après avoir critiqué le gouvernement, on dit il vote comme ça et les caméras sont braquées autour de lui. Vous ne voyez pas les images à la télé? C'est une diversion. Les caméras sont braquées, c'est-à-dire tout le monde, et parfois le président de l'Assemblée nationale qui est de l'autre bord politique applaudit. La démocratie. Et il dit voilà, il dit la loyauté, parfois si les caméras ne regardent pas, le gouvernement l'a cité en bien. Voilà, en bien. Et le ministre, nous saluons le caractère républicain de nos amis de l'opposition. Et les caméras sont braquées. Il faut protéger les élus. Puisqu'on connaît la manière dont vous avez évoqué ça tout à l'heure, combien de gens sont élus. Donc, comment viennent-ils en politique, ces députés-là? Ça pose un sérieux problème. Donc, on ne peut pas
penser que ça change si l'environnement est touffu, comme nous voyons. Les institutions dont on cite là, dans la plupart des cas, ces institutions sont gérées par les anciens fonctionnaires de la retraite. La ARC, par exemple. Donc ce sont les institutions de dépannage. Allons doucement, non, moi je regarde le caractère. Ce sont des institutions de dépannage. D'ailleurs, quand un homme me dit quoi, moi je me dis, quand on me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de Romik? Bon, que Romik aille s'asseoir au conseil constitutionnel de la jeunesse, ou au conseil constitutionnel de ceci. Tu allais t'asseoir, tu n'as pas de travailler. Voilà. Donc c'est pour l'entretien et le maintien des privilèges. Voilà le fond de ces institutions que l'entretien de la ressource humaine. Mais bien non, l'entretien de l'élite. Non, mais en tout cas, j'écoute des termes ici, quoi. Alors, 10 minutes qui nous restent, oui. Nous tentons déjà vers la fin de l'émission, malheureusement. Mais je vous dis, malheureusement, essayez de cibler la réalité actuelle. Ouais. Parce que, pour certains, si les institutions étaient fortes, peut-être que le gouvernement ne veut pas tomber dans cette crise. Non, les institutions ne sont pas fortes. Curieusement, malgré la montée de la crise, c'est un seul son qu'on écoute, celui du gouvernement. Vous avez l'impression que le Congo n'a pas d'institutions. Alors qu'un pays démocratique vit de ses institutions. Les institutions devaient être placées au-dessus des hommes. Il faut sentir la volonté des hommes. On donne un ordre de faire ça, une institution oriente, un homme se braque. Une institution s'oriente, un homme se braque. Est-ce qu'il y a la compétition politique dans ce pays? Mettez les gens en compétition, les gens seront performants. Est-ce que les gens aiment la compétition? Mais c'est ça le problème. Comment vous voulez que la situation soit forte? Si ce sont des dons, on t'a mis là pour telle situation, tu fais quoi? Tu es obligé de rester dans la loyauté, voilà, et dans la déférence, j'allais même dire la révérence. Voilà, autour. Vous savez, dire tu viens sauver le Parlement. Et quand on accepte de revenir à ce genre de tribune, ce qui devrait nous caractériser, c'est d'abord la politesse. C'est vrai, nous sommes en démocratie. Pas faire des remarques, les gens débattent. Non, je ne dis que personne. Vous n'avez pas la police de la morale. Non, c'est un débat. Vous n'avez pas la police de la morale, ça j'ai toujours dit. Bon, ça c'est toi qui me le taxe. Voilà, nous sommes devant les téléspectateurs. Mais justement, ce que les spectateurs veulent, c'est le débat. Mais quand vous faites ces constats, en fait, le bon constat ne se fait pas aussi en public. Ok. Non, c'est pas. J'ai pas fait une remarque, s'il te plaît. Non, j'ai pas fait une remarque. J'ai pas fait une remarque. Mais il y a des mots qui à certains moments dérangent. Comme quoi? Parce que est-ce qu'on peut me permettre de parler? Quels sont ces mots qui dérangent? Alors, nous sommes à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Oui, on a 8 minutes. Bon, nous sommes pardon. Non, je crois que ce qu'il y a à faire par rapport à notre thème. Pour l'honneur du pays. Pour notre pays, nous nous sommes dit. Quelle incidence, justement, par rapport aux nouvelles institutions, aux gestions de la nouvelle République? Et ce qu'il y a à faire, c'est de prendre le courage de dire. De la même façon que la réflexion a été faite en 2015, nous devrons aujourd'hui aussi prendre le courage de dire que cette constitution est en train de montrer ses limites, justement, avec le chevauchement de ces nombreuses institutions, qui, au fait, ne produisent plus rien. Je vais prendre un exemple. Ça ne produit rien. Produisent plus rien. Mais il n'y a pas que ces nouvelles institutions. Prenons le cas de la présidence de la République, M. Romik. Nous avons vu depuis 2 janvier 2024, où nous avons l'organigramme de la présidence a été publié. Mais jusqu'à ce jour, est-ce que vous savez que le président de la République n'a pas un conseil politique? Ah bon? Est-ce que vous savez que depuis que, comment on appelle, M. Ngassake, je crois, le conseil économique est parti, directeur de cabinet du ministre des Finances, ce poste est resté vacant. Ah bon? Et je peux vous citer pas mal d'exemples comme ça. S'il faut tomber sur le conseil constitutionnel, tout à l'heure nous parlions du CND. Mais depuis la mort de M. du doyen Nono, le poste est resté vacant. Tout à l'heure, le président me disait, mais où va cet argent? Nous prenons le comité ad hoc de suivi des accords de CBT, de recommandations de CBT, voulais-je dire. Mais il y a déjà 3 personnes qui sont parties. Nous avons Feu Bokamba Yangouma, nous avons l'école de la majorité, qui était, je crois, le fédéral pour le PCT, nous avons, je ne sais pas qui encore là, 3 personnes. Mais est-ce que, pendant que nous parlons de la crise économique dans ce pays, est-ce que les gestionnaires, justement, ces différentes institutions qui sont suivies pour faire le suivi et le contrôle, arrivent au niveau des institutions pour regarder si cette ligne budgétaire a été coupée? Mais diable, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux décideurs de dire que non, ici il y a un poste vacant où nous le comblons? Comment pouvez-vous expliquer que le cabinet du président de la République
et des postes vides, et pire encore le Conseil économique, pendant que nous parlons de la crise économique. En ce moment-là, qui traite l'économie pour le président de la République? Donc, ayons le courage, je suis par là, s'il vous plaît, ayons le courage de dire, comme nous l'avons fait en 2015, pour dire que, d'entrée de jeu, j'avais soulevé les motivations réelles de ce qui a fait qu'on arrive là, mais avec le chevauchement qu'il y a, et avec la crise qu'il y a, parce qu'un gouvernement ne gère pas pour aujourd'hui. Un gouvernement ou l'homme politique, il gère pour le lendemain. Vous êtes rendu compte, vous êtes trompé en 2015. Non, nous ne sommes pas trompés. Non, nous ne sommes pas trompés. Nous ne sommes pas trompés, mais plutôt j'ai dit les conditions de cette époque-là nous ont poussé. Mais c'est nous qui mettons de la matière. Voilà. Donc, n'oublions pas aussi que c'est la volonté du peuple. Nous savons à combien, à quel pourcentage cette constitution a été. Nous savons à combien cette constitution a été. À quel pourcentage cette constitution était publicité? 4 minutes. Donc on ne va plus aujourd'hui là revenir sur ce débat pour dire qu'on sait. Voilà. Oui, mais nous sommes des hommes, on peut se tromper. Nous sommes des hommes, on peut se tromper. C'est seulement pour autant dire que c'était une récompense à la bêtise. Ça, je n'accepte pas ça. Merci. On va conclure. Alors, président Ebina, 1 minute, s'il vous plaît. Oui, monsieur le journaliste, 1 minute, ça sera un peu. Oui, 2 à 3 minutes. 3 minutes. Ok. Ils avalent le temps. Merci. La crise financière actuelle que vit le pays est la preuve de l'échec que le pays a été mal géré. Ceux qu'on a mandatés pour gérer ont mal géré. Moi, je pense, j'ose croire, la majorité de ceux qui dirigent aujourd'hui, nos doyens qui sont les décideurs, ont grandi au village. Au village, lorsqu'on a emprunté un chemin qui n'est pas bon, on fait demi-tour. Le président de la République avait à le faire auparavant. Lorsqu'on avait instauré le gouvernement, les pôles. Ouais. Il y avait 4 pôles au gouvernement. 3 minutes. Quand on a vu que ça ne marchait pas, on a annulé ces histoires de pôles. L'échec est là, il faut sanctionner. Oui, l'échec, il faut sanctionner. On ne va pas attendre 2026, les élections. Il faut sanctionner. Voilà. Il va y avoir la rentrée parlementaire, il faut sanctionner. Okay. Si on sanctionne, ça veut dire qu'on encourage la gabégie. Ok. Eva Rapea, 1 minute. Oui, je pense qu'on est déjà au près du chemin du non-retour. Tel que c'est parti, tel qu'on faut comment les choses fonctionnent. On a pris le chemin du non-retour. C'est-à-dire, ces institutions-là ne servent à rien. Nous l'avons dit dès le départ et nous maintenons cette position. Ce qu'on doit faire, c'est puisque ces institutions sont là, deux pour l'autre là. Soit on essaie de réviser la Constitution, on supprime ces institutions. Certaines, pas toutes. Oui. Bon, moi, je ne vois pas l'opportunité, surtout des conseils. Je pas de conseils. Allons-y, s'il vous plaît. Deuxième chose, où vous les maintenez, mais vous leur donnez vie. En commençant par nommer des gens, des politiques, comme nous, on veut toujours mettre des politiques d'un côté, et des techniciens, des technocrates qui sont censés réfléchir sur des questions techniques, des questions sociales pour apporter des solutions à l'autorité politique. Donc, j'entends parler du président de la République. Faute de quoi? Mais je ne crois pas, hein, ce que je dis, je crois pas que ça va se faire. Je ne crois pas. Sinon, on va continuer comme ça, c'est le recyclage. Et 2026, il y aura élection, et après l'élection, ça continue. Jusqu'à ce qu'on va atteindre le fond de la profondeur, comme nous sommes déjà là-dedans. Voilà qui a été de notre échange, je l'ai dit, je l'ai pensé déjà très complexe, du fait que nous abordons une question pas facile. Alors, au sortir de cette émission, il faut comprendre pertinemment que nos institutions posent problème sur ce qui s'est dégagé lors de cette émission. Et ça se constate. La fragilité de la démocratie congolaise part de la fragilité des institutions. Or, formellement, les institutions sont pures. Lorsqu'on dit, par exemple, la justice, un exemple, universellement, la justice est pure. Mais c'est lorsque la qualité d'homme ne répond pas avec ces institutions où il y a problème. Sinon, pour ceux qui ne comprennent pas, non, ils ont critiqué les institutions. Lorsqu'on dit le Sénat, il reste le Sénat partout dans le monde en démocratie. Mais c'est la qualité des hommes. C'est pourquoi on dit en démocratie, un pays démocratique n'a pas besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes. Mais les institutions fortes, c'est la qualité des hommes. Je ne dis pas la force des hommes, la qualité des hommes. Les institutions ne valent que ce que valent les personnes. Ce que valent les personnes. Or, ce que valent les personnes, c'est le patriotisme. Deuxièmement, l'amour de la patrie. Mais le savoir aussi. Le savoir aussi. Il faut parfois se désengager de certains intérêts. Comme ils ont dit hier, ministre, là, il est à l'institution. Pour quel bilan? Ça pose problème parce que si on avait des institutions fortes,
le pays certainement ne vivrait pas ce que nous sommes en train de vivre. Le pays a besoin des hommes généreux. Le pays a besoin des vrais patriotes à ce niveau. Sinon, nous irons d'institution en institution. Aujourd'hui, le pays est sérieusement à plat, financièrement bloqué. Mais allez vérifier la masse salariale de chaque institution. Voilà. C'est là tout le problème. C'est pourquoi nous nous appelons à revoir le train de vie de l'État et surtout des institutions. Quand j'ai dit ça, je vous dis au revoir, chers invités. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci. Merci, M. Robin.